Aujourd'hui, on va voir l'exploration du foie. Si vous voulez, c'est le versant de ce qu'on a vu, qui correspond, en tout cas, une grande partie de ce chapitre, c'est déjà vu. C'est surtout un petit peu une combinaison et un rappel. Donc, on a vu, par exemple, l'acétolyse hépatique, déjà représentée par les enzymes de cétolyse, les transaminases. Donc, c'est la même chose qui se répète, sauf que cette fois, on part à l'envers. Ça veut dire on part du syndrome vers l'exploration. De même pour les fonctions, je dirais, de conjugaison. Donc, on a vu le métabolisme du bilirubine. Et pour les protéines, en grande partie pour le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides et le métabolisme des protéines. Donc, ils font partie de l'exploration de l'insuffisance hépatocellulaire. Voilà. Et bien sûr, l'acétolyse et les hépatites, c'est un petit peu l'exploration en utilisant les enzymes sériques. Voilà. Donc, un rappel sur les fonctions hépatiques. Donc, le foie, il joue, c'est l'usine métabolique du corps humain. Donc, de ce fait, vu les différentes fonctions qu'il assure, donc l'exploration, elle est complexe. Ça veut dire qu'on peut explorer chaque axe de la fonction hépatique. Donc, le foie, il joue le rôle primordial dans la sécrétion biliaire, dans les fonctions homéostatiques et métaboliques, donc à savoir que ce soit le rôle de synthèse ou du catabolisme des glucides, des lipides, les protéines, les vitamines, le fer, etc. Donc, bien sûr, on a vu par exemple pour les glucides le rôle de la pression osmotique. Donc, les glucides, leur présence, et on a dit que le foie, c'est l'épargneur de la glycémie. Ça veut dire en période de jeûne, donc on va stimuler la glycogénolyse. Et en période en postprandial, donc on va stimuler la glycogénogénèse. Très bien. La même chose pour les lipides. Donc en postprandial, donc vous avez le passage des chylomicrons vers le tissu adipeux pour le stockage des acides gras. Puis après, le passage vers le muscle, que ce soit muscle squelettique ou muscle cardiaque, pour à des fins énergétiques, pour la dégradation des acides gras qui sont générateurs de l'énergie. Et après, le restant, donc, il va passer au foie pour qu'il soit métabolisé. Et on a dit, par exemple, qu'en période de jeûne, c'est la mobilisation des acides gras endogènes pour, bien sûr, si l'organisme a besoin d'une énergie importante, donc la glycémie n'est pas suffisante, l'énergie tirée de la glycolyse n'est pas suffisante, donc il va mobiliser les acides gras. Donc, et on a vu le rôle du VLDL qui joue un rôle de transport des acides gras en période de jeûne pour, bien sûr, la dégradation et la bêta-oxydation. Donc, vous avez aussi un rôle très important dans la détoxification et l'épuration. Donc, le foie, déjà, la détoxification, si vous voulez, métabolique continue, si vous voulez, physiologique, on a vu l'ériogénèse. Donc, l'ériogénèse, c'est la synthèse de l'urée, et on a dit que le foie, c'est le seul organe doté de l'arsenal enzymatique nécessaire à l'ériogénèse. Donc, et l'ériogénèse, on a vu que c'est la voie prédominante, la voie la plus importante dans l'élimination de l'ammoniac, de l'azote, du déchet métabolique de l'azote. Donc on a vu que 95% de l'azote est éliminé par la voie de la synthèse ou par l'ériogénèse. Et bien sûr 5%, on a vu que c'est l'ammoniogénèse, c'est l'élimination rénale. Les xénobiotiques, ça veut dire les petites molécules, ou bien les molécules qui sont représentées dans le corps à des concentrations très petites, même voire infinitésimales, mais qui sont dotées d'un pouvoir toxique très important.
Donc on les appelle xénobiotiques, donc les molécules chimiques qui sont vraiment très toxiques. Et vous avez aussi la fonction endocrine. Donc le foie, il joue aussi une fonction endocrine, donc à savoir la sécrétion, par exemple, des facteurs de croissance, et l'activation de la vitamine D. Donc on avait pour la vitamine D, donc là, le cholestérol, au niveau, la première étape, très bien, au niveau de la peau, donc sous la stimulation, si vous voulez, des UV, donc il y a la transformation en cholécalciférol, du cholestérol, et puis au niveau hépatique, donc il y a l'hydroxylation en quelle position? Très bien, le carbone 25 de la structure de cholécalciférol, donc on va avoir le 25 hydroxycholécalciférol, et après, au niveau rénal, donc c'est l'hydroxylation au niveau du carbone numéro 1. Donc, et à la fin, on va voir le 1,25 dihydroxycholécalciférol. Bon. Et toutes ces molécules, si vous voulez, ces vitamines, ce sont des vitamines, c'est les dérivés de la vitamine D. Donc, en passant par le cholécalciférol vers le 1,25 cholécalciférol, diminution de la concentration et augmentation du pouvoir vitaminique. Voilà. Donc, vous avez la fonction macrophagique, si vous voulez, la fonction kupférienne, donc là, sur le macrophage, sorte de macrophage, variante de macrophage au niveau du foie, on l'appelle la cellule de Kupfer. Donc, au macrophage hépatique. Donc, l'épuration des impuretés non arrêtées par la barrière intestinale. Donc, vous voyez, il y a plusieurs barrières, la barrière cutanéenne, intestinale, etc. Donc, endoxine, bactérien, particules minérales, ovérales. Donc, vous voyez, donc ces différentes fonctions, tellement sont complexes, tellement sont variables, automatiquement l'exploration sera comment? Complexe. Ça veut dire qu'on a plusieurs axes à explorer au niveau hépatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut explorer au niveau hépatique? Donc, on peut explorer la sécrétion biliaire, donc la cholestase, la fonction. Donc, on a vu la cholestase, grosso modo, et la fonction de conjugaison, à savoir le dosage, bien sûr, de bilirubine, les enzymes de cholestase, etc. Bien sûr, la bilirubine, forme totale, forme conjuguée et non conjuguée, très bien. L'acétolyse, donc la cétolyse, c'est lorsqu'on parle de l'acétolyse, destruction des cellules, mais le variable ici, c'est la membrane. C'est la membrane plasmatique, ou la plasmique. Cytoplasmique, la membrane cytoplasmique. Donc, il ne va plus garder le gradient de concentration des molécules de part et d'autre. Ça veut dire qu'il devient perméable. C'est ça, là, de point de vue pathologique, bien sûr. On parle de point de vue pathologique. La cytolyse, donc, c'est surtout dans les hépatites virales. Et vous avez aussi les hépatopathies alcooliques. Les hépatopathies alcooliques. Et on a vu tout au long du cours de biochimie que le foie, en fait, que le métabolisme de l'alcool se fait prioritairement au niveau hépatique. Et il est toujours priorisé par rapport aux autres métabolismes. Donc ça veut dire qu'automatiquement, dans les hépatopathies alcooliques, on va avoir le retentissement sur les autres métabolismes. Bon. Donc, l'insuffisance hépatique, donc l'incapacité, l'insuffisance hépatique, par analogie à l'insuffisance cardiaque, à l'insuffisance rénale, donc c'est toujours l'insuffisance n'importe quelle hypophysaire, l'insuffisance surrénale. Donc l'insuffisance, ça veut dire quoi? C'est l'incapacité d'un organe d'assurer ses fonctions. Incapacité d'un organe d'assurer ses fonctions. C'est ça l'insuffisance. Donc, vous avez dans le cas hépatique, donc ces fonctions-là, elles vont être touchées, bien sûr, par un degré de priorité, on va le voir, et toujours c'est la même règle. Donc, le foie devient incapable d'assurer ses fonctions, soit en partie, soit en grande partie, si vous voulez. Ou même
totalement. L'inflammation. Donc l'inflammation, tout simplement, l'inflammation nécessite des médiateurs de l'inflammation. Donc ces médiateurs, en grande partie, ils sont synthétisés où? Au niveau du foie. Donc, on peut aussi explorer, je dirais, la fonction, ou bien le foie, à travers l'exploration de l'inflammation. Ou bien le contraire. Donc, les cancers, les hépatocarcinome, par exemple, on peut utiliser le dosage de l'alpha-fetoprotéine. C'est un marqueur qui est physiologique, qui devient pathologique en fonction de la durée. Donc, l'embryogenèse chez le fœtus, il est physiologique. Mais après, s'il persiste à des temps élevés, donc, elle devient pathologique et il reflète les hépatocarcinomes. Donc, c'est chez le fœtus, elle est sécrétée synthétisée par le foie et par le sac vitellin, et on le trouve au niveau des liquides amniotiques. Mais chez l'adulte, il existe avec des concentrations élevées, donc maintenant on parle vraiment des états cancéreux, et particulièrement les hépatocarcinomes. Très bien. Donc si on fait un récapitulatif de ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a dit, donc vous voyez le foie au centre, il assure plusieurs fonctions. Donc la fonction de synthèse, on peut l'affiler bien sûr à la fonction métabolique, c'est une variante, si vous voulez, de la fonction métabolique. Donc la voie de synthèse, c'est la production de la plupart des protéines plasmatiques. Vous voyez, c'est la NA. Donc ici, s'il vous plaît, on peut s'arrêter et on peut déduire plusieurs choses en pratique médicale. Donc le foie, il assure la production de la plupart des protéines plasmatiques. Donc si on veut explorer les protéines plasmatiques, d'ailleurs on les a vues, les protéines plasmatiques, par exemple en utilisant l'électrophorèse des protéines, qu'est-ce qu'on trouve? L'albumine, alpha-1, antitrypsine, la transférine, l'orosomicoïde, on trouve le bêta-2-microglobuline, on trouve le alpha-2 macroglobuline, en fait les protéines nécessaires à la synthèse des lipoprotéines, les gamma-globulines, etc. Très bien. Donc, toutes ces protéines se trouvent altérées. On peut, bien sûr, comme j'ai dit, par ordre de priorité. Donc déjà, quantitativement, la protéine la plus importante au niveau plasmatique, l'albumine. Donc l'albumine, juste, on peut tirer au moins, grand, je parle de façon générale, deux déductions, rapidement. La première, non, on a l'insuffisance hépatique. Maintenant, les conséquences sur l'albumine. L'hypoalbuminémie, qu'est-ce qu'il donne? Oui, voilà. Donc la première, c'est la pression oncotique. Donc il y a la tendance à faire des œdèmes. L'eau, il fuit le plasma vers les liquides interstitiels ou bien les cavités. On peut avoir un acide suite à une hypoalbuminémie, surtout lorsqu'il s'agit d'un syndrome inflammatoire sous-jacent. Et deuxième application, vous avez parlé l'albumine, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, le transport des médicaments, des molécules endogènes et des molécules exogènes. Les molécules endogènes, on parle par exemple de calcium, donc il fallait faire une correction. Et en même temps, l'albumine, c'est un transporteur de quoi? De bilirubine, quoi d'autre? Maintenant, ça c'est endogène. Et des médicaments. Donc, quelle est l'application à tirer? Très bien. Donc, pour les médicaments qui sont globalement, quantitativement, la totalité liée aux protéines, principalement à l'albumine, donc à ce moment-là, il faut ajuster des doses. Donc, quelquefois, on est amené à, bien sûr, quelqu'un qui a une insuffisance. Donc, pour deux raisons au moins. Déjà là, le transport et
le métabolisme du médicament, ça veut dire la durée de vie, peut être, très bien, peut être, je dirais, prolongé. Vous voyez, parce que le foie ne parvient pas à se débarrasser de ce médicament comme il faut. Donc, il y a ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc, vous allez voir au cours de pharmacologie, donc la pharmacocinétique. Donc, vous voyez, donc, chaque point, chaque station, on doit s'arrêter et on doit tirer des conclusions. Oui? Bien sûr, c'est la même chose. Donc, l'insuffisance rénale, il y a des contre-indications en cas d'insuffisance rénale parce que le médicament, grandiosement, il est éliminé par les reins. Donc, il y a plusieurs, vous allez voir. Par exemple, les aminosides, ils ont une toxicité rénale. Ils sont connus par leur toxicité rénale. Donc, lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale, absolument, c'est une contre-indication. Donc, bien sûr, il faut que... Donc, pour la fonction métabolique, donc en période de jeûne, donc le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il produit du glucose grâce à la glycogénolyse, hein? Parce qu'il doit épargner, restituer, si vous voulez, garder, maintenir la glycémie constante. Donc il doit mobiliser le glucose interne. Donc on est en période de jeûne, donc on n'est pas en postprandial, donc ça veut dire qu'on doit absolument mobiliser le glucose endogène. Donc, et grâce aussi à la néoglycogène, ça veut dire production, synthèse du glucose à partir des intermédiaires métaboliques. Ça veut dire inférieur, si vous voulez. Vous avez aussi un rôle important, c'est la transformation du lactate en analine. Donc, le cycle des Cori. Vous l'avez vu l'année dernière? Donc, grandiosement. Donc, au niveau musculaire, donc on a vu la glycolyse. On mène où? La glycolyse, on part de glucose 6-phosphate et on arrive le pyruvate. Et au niveau du pyruvate, c'est un carrefour. Soit on continue notre voie aérobique vers le cycle de Krebs, soit en absence, en diminution de l'oxygène. Très bien. Donc, c'est la voie anaérobique, c'est la transformation du pyruvate vers le lactate. Cette réaction, elle utilise quelle enzyme? Très bien, la LDH, la lactate déshydrogénase. Très bien. Donc, on est au niveau musculaire. Donc, la production de lactate. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parce que le lactate, c'est quoi? C'est l'acide lactique. Donc, il est piquant, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut comprendre que les non-sportifs qui vont faire un effort intense, donc, ils vont souffrir, par exemple, le lendemain, des crampes musculaires. Pourquoi? Parce que, évidemment, le muscle, la vascularisation n'est pas adaptée à cette nouvel effort. Hein? Ça veut dire que le sujet n'est pas sportif. Ça veut dire que sa vascularisation, ce taux d'oxygénation, si vous voulez, n'est pas adapté à cet effort. Donc, le lendemain, donc automatiquement dans son métabolisme, il va produire une grande quantité de lactate. Donc, c'est lactate, l'acide lactique, le lendemain, il est présent dans le muscle, donc, et il va piquer, il va irriter, il va stimuler les terminaisons nerveuses, donc, et le sujet va sentir des douleurs, parce qu'évidemment, il y a une stimulation des terminaisons nerveuses. Et vous voyez que, progressivement, les crampes vont disparaître. Comment? Comment? La formation de lactate? C'est au niveau musculaire? Non. Le lactate, qu'est-ce qu'on a dit pour le lactate déshydrogénase?